Le média à la place de CNews ou BFM? Oui ou non? Rendez-vous sur tnt.lemediatv.fr. Bonjour et bienvenue sur le média où nous ne sommes pas en direct. Et oui, comme chaque année à la mi-juillet, nous réduisons la voilure pour reposer les équipes jusqu'à la rentrée. Mais hors de question de vous laisser durant les vacances d'été. Nous reprenons alors notre grille des programmes estivaux que vous retrouverez dans notre flux 24/7 habituel sur YouTube ainsi que sur le canal 350 de la Freebox. Pour l'heure, nous sommes le lundi 22 juillet 2024 et c'est le flash info du jour. Alors que les JO approchent à grands pas, le feuilleton politique post-dissolution se poursuit à l'Assemblée. Chaque jour apporte son lot de surprises, de coups d'éclat, source d'instabilité politique. Nous en étions restés aux tractations autour de la candidature de Yaël Braun-Pivet dans la course au perchoir de l'Assemblée nationale. Un film dans le film, puisque cette dernière avait été accusée, en amont, de comploter avec le parti de Marine Le Pen pour s'assurer de présider l'hémicycle. Elle avait immédiatement réagi en dénonçant, je cite, une polémique nauséabonde. Puis la voici réélue au terme d'un troisième tour et d'un report de voix massif des LR. Un coup que personne n'avait vu venir. Serait-ce finalement avec les LR, dont le groupe s'est renommé LDR pour la droite républicaine depuis le putsch de Ciotti, que la Macronie a fait ses petits arrangements? Tout semble l'indiquer, tant le sauvetage de la macroniste au perchoir est évident, mais dans le même temps, le groupe LDR s'est placé dans l'opposition. C'est du n'importe quoi, mais ne dit-on pas, plus c'est gros, plus ça passe. Un peu comme les déclarations de Yaël Braun-Pivet à peine réélue à propos du Rassemblement national. C'était ce samedi sur France 2. Non, ça n'est pas normal et c'est la raison pour laquelle moi j'ai toujours plaidé depuis que je préside cette institution, donc depuis 2022, pour que toutes les forces politiques soient représentées au bureau. Il y a des règles que nous avons et nous avons la possibilité d'avoir un accord des présidents de groupe pour que chacun puisse être représenté à juste proportion au bureau. Les présidents de groupe, notamment ceux du nouveau Front populaire, ont refusé qu'il y ait un accord pour une juste répartition des postes. Et donc quand il n'y a pas d'accord à l'Assemblée nationale, il y a un vote. Et donc, lors du vote, eh bien, il peut se passer beaucoup de choses. Et là, nous avons vu effectivement un vote absolument stupéfiant, où le Rassemblement national a porté ses voix sur des candidats de la France insoumise, a retiré des candidatures et donc n'a pas pu être élu à ces fonctions importantes. Mais je voudrais rassurer tout le monde. À l'Assemblée nationale, dans les deux grandes instances, conférence des présidents, bureau de l'Assemblée nationale, le Rassemblement national y siégera, conférence des présidents, tous les mardis matins. Mais il y a quand même peut-être 11 millions d'électeurs qui ont voté RN et qui se disent « je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas une vice-présidence à l'Assemblée ». Bien ça, c'est le résultat du vote des députés. Ou comment ne plus cacher être le marchepied officiel du RN en singeant de respecter scrupuleusement l'expression démocratique des Français, alors que dans le même temps, la Macronie a tout aussi minutieusement nié le résultat des élections européennes et déclaré que personne n'a gagné les législatives, qui ont pourtant donné une majorité, certes relative, mais une majorité à la gauche. Je vous le dis, plus c'est gros, plus ça passe, ou pas, en tout cas pour les insoumis. À l'issue du scrutin, qui a fait réélire Braun-Pivet au troisième tour avec seulement 13 voix d'avance sur le candidat NFP André Chassaigne, le parti de Jean-Luc Mélenchon a annoncé ce samedi saisir le Conseil constitutionnel. Dans le viseur de la patronne du groupe LFI à l'Assemblée, Mathilde Panot, la participation de 17 ministres au vote pour la présidence de l'Assemblée, qui est une violation de la séparation des pouvoirs. À ce stade, nous ignorons le contenu de leur recours, mais c'est sur l'article 23 de la Constitution que semblent s'appuyer les insoumis. Un article qui dit que les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire. Mais le texte est difficilement interprétable et divise les experts. L'article LO 153 du Code électoral précise les modalités d'application du dit article 23. Il précise que cette incompatibilité, je cite, prend effet à l'expiration d'un délai d'1 mois à compter de la nomination comme membre du gouvernement. Pendant ce délai, je cite toujours, le député membre du gouvernement ne peut prendre part à aucun scrutin et ne peut percevoir aucune indemnité en tant que parlementaire. Mais la loi organique précise aussi que cette incompatibilité ne prend pas effet si le gouvernement est démissionnaire avant l'expiration du dit délai. Pour résumer, le texte prévoit le cas de figure inverse, qu'un député devienne ministre, tandis que dans le cas présent, ce sont des ministres d'un gouvernement démissionnaire qui deviennent députés.
Alors, y a-t-il péril en la demeure sur l'aspect même de la séparation des pouvoirs? J'ai posé la question à Eugénie Mériot, politologue et constitutionnaliste, en début d'après-midi. On ne peut pas dire que l'incompatibilité est la condition de la séparation des pouvoirs, sauf à dire qu'au Royaume-Uni, il n'y aurait pas de séparation des pouvoirs. C'est une forme de séparation des pouvoirs qui se rapproche plus du régime présidentiel que du régime parlementaire. Donc si, en effet, nous voulons donner à cette Constitution une lecture parlementaire, alors il faut justement plutôt aller dans le sens, non pas de l'incompatibilité, mais de la compatibilité des mandats. Et c'est notamment la lecture qu'en avait fait dans une certaine mesure François Hollande lorsqu'il avait nommé dans son gouvernement uniquement des ministres, des députés. Donc ça avait été le cas pendant un temps. Et on peut voir qu'Emmanuel Macron a, dans une certaine mesure, suivi cette logique-là en nommant dans son gouvernement de nombreux députés. Donc je pense que c'est très important, en tout cas, de bien comprendre qu'il n'y a pas en soi de violation du principe de Montesquieu de la séparation des pouvoirs lorsque des députés sont ministres ou lorsque des ministres sont députés. Néanmoins, la participation de ministres à ce scrutin soulève des questions légitimes. Un précédent existe même, c'était en 1888 sous Mitterrand avec les ministres de Rocard. À l'époque, le juge constitutionnel s'était déclaré incompétent. Alors, comme vous l'avez mentionné, nous avons une loi organique qui prévoit le cas le plus courant, c'est-à-dire le cas où un député est nommé ministre et qui fait référence à cette notion de gouvernement démissionnaire, qui est un gouvernement non pas de plein exercice, mais un gouvernement qui expédie les affaires courantes. Alors tout cela est encore très neuf puisque nous avons peu de précédents. Il y en a eu un de précédent en 88 sous Mitterrand. C'est celui-ci qui... Voilà, absolument. Et le juge constitutionnel s'était déclaré incompétent. La question qui se pose lorsqu'il s'agit de contester une violation de la Constitution, c'est celle du juge compétent. Est-ce qu'il y a une sanction juridique, c'est-à-dire prononcée par un juge, par un organe juridictionnel, sur cette violation présumée de la Constitution? Eh bien, dans notre Constitution, peu de violations de la Constitution sont sanctionnées par le juge constitutionnel qui n'a que très peu de pouvoir. Donc, c'est ce qui s'est passé en 1988, le juge s'est déclaré incompétent. C'est ce qui s'est passé en 1962, lorsque le général de Gaulle a révisé la Constitution en passant par l'article 11 de la Constitution. Le juge s'est déclaré incompétent. C'est la même chose avec la dissolution. Donc, si demain, Emmanuel Macron décidait de dissoudre à nouveau l'Assemblée en violation de la Constitution qui prévoit l'article 12 que cette dissolution ne peut pas avoir lieu avant un an, eh bien, il n'y aurait pas non plus de juge compétent. Le juge constitutionnel s'est déclaré incompétent pour juger les décrets de dissolution de l'Assemblée. C'est un acte de gouvernement, c'est-à-dire une décision politique. Donc, finalement, cette question, elle se résume à politique ou droit. Est-ce qu'en droit, nous allons avoir une sanction juridique? Il y a fort à parier que non. En termes politiques, eh bien, c'est une autre question. Est-ce qu'en effet, il y a des leviers politiques pour sanctionner cette élection qui, en toute hypothèse, soulève en effet une question de légitimité, surtout que, en l'espèce, le vote des ministres députés a fait basculer le vote. Pour Eugénie Mériot, il n'y a donc aucun suspense sur l'issue légale du recours si la question concerne l'élection de Yaël Braun-Pivet, que la gauche a qualifié de vol électoral. Ce vendredi, une association a déjà saisi le Conseil qui a répondu être incompétent, ce qui confirme l'analyse d'Eugénie Mériot. Reste donc à savoir sur quoi porte exactement le recours déposé par LFI. Pour le savoir, j'ai contacté plusieurs élus du parti, en vain. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel informe avoir été saisi de 81 recours contre autant d'élections de députés lors des législatives, ce qui peut sensiblement, à l'issue, changer les rapports de force à l'Assemblée nationale si tel groupe vient à gagner ou perdre des sièges. Enfin, plus globalement, sur le terrain purement politique, l'élection de Yaël Braun-Pivet tend à éloigner le nouveau Front populaire de Matignon, alors que la coalition de gauche ne s'est toujours pas arrêtée sur une candidature commune. À l'heure où nous bouclons cette édition, en début d'après-midi, nous apprenions tout juste que Laurence Tchibiana renonce à être la candidate au poste de Première ministre du nouveau Front populaire. Dans une lettre publiée sur X, elle se dit avoir été, je cite, profondément touchée par le soutien reçu pendant toute une semaine, mais constate aussi que son nom a rencontré des oppositions au sein du NFP.
Rappelant que l'extrême droite est aux portes du pouvoir, elle déclare ne pas croire une seconde au mythe de l'homme ou de la femme providentielle. Est-ce une façon de rappeler aux uns et aux autres, à gauche, de mettre un peu d'eau dans leur vin dans cette quête de la candidature parfaite ? Ce qui est certain, c'est que les discussions sont au point mort entre LFI qui ne souhaite faire aucun compromis sur le programme à appliquer et une partie du nouveau Front populaire, notamment au Parti socialiste, qui semble tenter de travailler avec le pouvoir macroniste qui s'accroche, lui, au pouvoir par tous les moyens. Mais dans quel objectif politique ? C'est là la question qui devrait être centrale et qui révèle une différence vive dans les objectifs et les stratégies au sein du NFP. Des divisions qui peuvent profiter à la Macronie, elle, en perte de légitimité. Exit Joe Biden, welcome Kamala Harris. Finalement, le président états-unien ne se représentera pas pour un second mandat, plombé par une performance catastrophique lors du débat du 27 juin dernier face à Donald Trump, mais également par des inquiétudes persistantes sur son état de santé et par de mauvais sondages. La tentative d'assassinat de Donald Trump, désormais transformé en héros miraculé, a démonétisé Joe Biden et les pressions des barons du Parti démocrate ont fini par avoir raison de sa volonté de s'accrocher coûte que coûte. Biden lui-même et les principales figures de son camp politique ont d'ores et déjà adoubé la vice-présidente Kamala Harris, candidate naturelle du parti, qui a de fortes chances d'être investie lors de la convention démocrate qui aura lieu à Chicago à partir du 19 août. Mais qui est vraiment Kamala Harris ? Depuis son adoubement, de nombreuses vidéos d'elle en train de danser, qui avaient déjà fait le buzz par le passé, et participent à la montrer sous un jour dynamique et sympathique, sont publiées, comme celle-ci. Ou encore celle-ci. Mais au-delà de cette cool attitude finalement très travaillée et surtout très américaine, la 49e vice-présidente des États-Unis, née d'un père jamaïcain, professeur d'économie et d'une mère indienne, biologiste et oncologue, est à 60 ans une magistrate et une femme politique expérimentée. Une femme politique au profil très droitier. C'est en tout cas ce que pense le média en ligne Jacobin, qui écrit, et je le cite, « La possible ascension de Harris à la Maison-Blanche cristallise ce que la nomination de Biden représentait déjà, la défaite, au moins temporaire, de l'aile gauche du Parti démocrate. Une aile gauche notamment représentée par Bernie Sanders et combattue avec vigilance par Barack Obama puis par Joe Biden. Les adversaires de Kamala Harris critiquent sa dureté. Procureure générale de Californie entre 2011 et 2017, elle a été accusée de s'être battue pour maintenir des innocents en prison et pour maintenir des délinquants non violents dans les liens de la détention. Une attitude qu'un professeur de droit a comparée à celle des institutions judiciaires résistant à la fin de la ségrégation raciale dans les années 50 et qui contraste avec le laxisme dont elle a fait preuve à l'égard de la délinquance financière. Kamala Harris est également accusée d'être une femme sans conviction, changeant d'avis au gré de ses intérêts sur des thématiques centrales comme l'assurance maladie universelle, défendue par Bernie Sanders, par exemple, ou sur la question migratoire. Dans le livre « Les illusions perdues de l'Amérique démocrate », coécrit par notre chroniqueur Chris, dit Politico Boy, elle est qualifiée de fausse progressiste. Et les faux progressistes, en France, on connaît. C'est une décision certes non contraignante, mais qui fera date. La Cour internationale de justice a estimé ce vendredi que l'occupation par l'État hébreu des territoires palestiniens depuis 1967 était illégale. L'instance onusienne a aussi ajouté que cette occupation doit cesser le plus rapidement possible. Cette décision fait suite à la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies adoptée le 31 décembre 2022 demandant à la CJ un avis consultatif sur, je cite, les conséquences juridiques découlant des politiques et des pratiques d'Israël dans les territoires palestiniens occupés, y compris à Jérusalem-Est. Pour Varsen Agabekian, ministre délégué aux Affaires étrangères de l'autorité palestinienne, je cite encore, « C'est un grand jour pour la Palestine ». Pour rappel, au terme de la guerre des 6 jours, en 1967, Israël s'était emparé de l'actuelle Cisjordanie et de Jérusalem-Est au détriment de la Jordanie, du plateau de Golan au détriment de la Syrie, ainsi que de la bande de Gaza et de la péninsule du Sinaï au détriment de l'Égypte. À part le Sinaï, tous les autres territoires sont illégalement donc toujours occupés par Israël à ce jour. Si cette décision est historique, je le répète, elle n'est pas contraignante. Le 26 janvier dernier, la Cour internationale de justice avait déjà demandé à l'État hébreu d'empêcher d'éventuels actes de génocide, et pourtant.
Pour terminer, nous avons appris tard hier soir l'arrestation de Paul Watson, l'activiste écologiste ex-Greenpeace, fondateur de l'ONG Sea Shepherd. Interpellé au Groenland par les autorités danoises pour avoir navigué dans les eaux des îles Féroé en 2023 pour une opération militante visant à lutter contre le massacre de cétacés dans l'archipel, Paul Watson était aussi sous le coup d'une notice rouge d'Interpol mise en place en 2012 suite à un mandat d'arrêt lancé par le Japon. Sea Shepherd rappelle sur X, ex-Twitter, que cette notice rouge avait rapidement disparu du site d'Interpol et que Paul Watson avait pu à ce moment-là voyager librement depuis 2012. Tous ces pays ont décidé d'ignorer cette notice rouge honteuse utilisée comme outil politique par le Japon visant à traquer et à punir Paul Watson pour s'être opposé à la chasse baleinière illégale en Antarctique, écrit Sea Shepherd sur X. Mais le Danemark en a décidé autrement. Il se range une fois de plus du côté des nations voyous qui violent les lois et traités de protection des mammifères marins. Paul Watson risque désormais à 73 ans l'extradition vers le Japon. Voilà, c'est la fin de ce Flash Info du jour. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous l'avez aimé ? Eh bien, l'espace commentaire est à vous et les partages et abonnements sont gratuits, alors profitez-en. Aussi, je vous le rappelle, nous avons déposé notre dossier de candidature, puis avons été auditionnés auprès de l'Arcom il y a quelques jours. Vous avez été très nombreux à avoir suivi l'audition sur les réseaux sociaux de l'Arcom. Et eh bien, le fameux mot de l'histoire ne devrait pas tarder à être prononcé. C'est dans les jours qui suivent, donc restez connectés aux médias sur nos réseaux sociaux pour être au courant de tout ça. Et bien sûr, à nos programmes qui se poursuivent en continu sur notre antenne. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur le média.